Bonjour à tous et bienvenue. Le grand colonel Douglas McGregor nous rejoint aujourd'hui pour donner un sens à l'état chaotique du monde. Merci beaucoup d'être à nouveau sur le programme. Bien sûr. Les négociations entre les États-Unis et la Russie, et bien sûr, incluant l'Ukraine, ne semblent pas progresser de manière significative. Cependant, je pourrais me tromper. Et bien sûr, à moins qu'il ne se passe quelque chose en coulisses dont nous ne sommes pas au courant. Mais compte tenu de ce que nous savons jusqu'à présent, quels pensez-vous être les principaux obstacles pour aller de l'avant? Eh bien, tout d'abord, je voudrais souligner que je pense que les discussions à Riyad entre les délégations américaines et russes se sont en fait assez bien déroulées. Je pense que les deux parties entrent dans les détails de la normalisation des relations. Donc je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un obstacle à Riyad à la table des négociations. Les obstacles sont ailleurs. Le plus grand obstacle, bien sûr, est M. Zelensky et son gouvernement, qui est franchement jugé à la fois peu fiable, dans tous les cas, et irrévocablement opposé à tout accord qui ne rétablirait pas le statu quo ante, ce qui n'arrivera pas. Donc je pense que c'est un problème. L'autre problème est qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui insistent pour voir la Russie comme une sorte d'adversaire de type soviétique. Les mythologies habituelles sur la Russie, les aspirations de M. Poutine à gouverner toute l'Europe, et tout ce genre de choses sont toujours présentes. Cela rend la tâche très difficile pour le président. Je pense que dans une certaine mesure, le président a besoin d'une campagne de relations publiques pour attaquer toutes ces déclarations frauduleuses et ces obsessions mythologiques avec Poutine, etc. Maintenant, le côté ukrainien est un problème sérieux. Et bien sûr, comme vous le savez, ils sont certainement renforcés par Londres et Paris, et dans une moindre mesure, par Berlin. Je ne vois rien de bon se produire tant que M. Zelensky est là. Et c'est pourquoi je pense que nous entendons maintenant des rumeurs sur un gouvernement intérimaire en Ukraine, quelque chose avec lequel nous et les Russes pouvons travailler. Mais si Donald Trump revient à la raison et vous appelle aujourd'hui pour demander conseil, que recommanderiez-vous comme solution pour mettre fin à cette horrible guerre? Je pense qu'il devrait y avoir un effort concerté pour mettre en place un gouvernement intérimaire, avec un calendrier pour que soit les Nations Unies, soit l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe interviennent pour superviser et surveiller les élections en Ukraine occidentale, dans les zones qui sont actuellement ukrainiennes. Cela doit se produire. Nous devons réaliser que Zelensky, ses attitudes, son comportement, ces violations répétées, même du plus récent accord de cessez-le-feu concernant uniquement les infrastructures énergétiques, rendent extrêmement difficile pour les Russes de le prendre au sérieux. Je ne vois tout simplement aucune possibilité que cela se produise. Maintenant, je ne sais pas si tout cela est faisable à ce stade. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre département d'État américain. Je ne sais pas à quoi ressemblent les conversations privées dans le bureau ovale. Je sais simplement que si vous laissiez cela aux gens de Riyad, aux Russes et aux Américains, je pense que vous arriveriez rapidement à une solution raisonnable. Malheureusement, cela ne dépend pas d'eux. Il y a beaucoup plus d'acteurs impliqués. Oui, donc, l'interview entre Witkoff et Tucker Carlson, il semble qu'il y ait plus ou moins une compréhension commune maintenant, du moins sur les questions clés entre les Américains et les Russes. Je voulais cependant vous interroger sur les propositions jusqu'à présent. Eh bien, d'abord, bien sûr, le cessez-le-feu qui a été proposé, enfin, médiatisé entre les États-Unis et l'Ukraine, qui était juste un cessez-le-feu sans conditions claires ou compréhension de ce qui se passera
pendant ou après le cessez-le-feu. Mais aussi, le plus récent, eh bien, je ne suis pas sûr si nous pouvons l'appeler réussi, l'accord pour mettre fin aux frappes sur les infrastructures énergétiques et aussi pour avoir une navigation pacifique à travers la mer Noire pour les navires commerciaux. Mais bien sûr, une partie de cela a déjà été violée. Donc je ne suis pas sûr si je réponds à ma propre question ici. Quel était le point principal de ces accords et quel est le problème pour les maintenir? Eh bien, je pense que le président Trump s'attendait à ce que le président Zelensky respecte sa part du marché. Zelensky ne montre aucune preuve de le faire. En ce qui concerne l'infrastructure énergétique, quelques heures après l'accord, Zelensky a lancé des attaques sur l'infrastructure énergétique en Russie. Maintenant, vous pouvez tirer quelques conclusions différentes. Vous pouvez supposer que Zelensky n'était de toute façon pas vraiment intéressé et qu'il voulait peut-être le saboter. Vous pourriez également conclure qu'il ne contrôle pas ses propres forces armées et qu'il y a des personnes opérant maintenant au-delà de son contrôle. C'est aussi une possibilité. Vous savez, il y a aussi une préoccupation concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est la plus grande, et les Russes en particulier, mais aussi nous, avons été préoccupés par les tentatives ukrainiennes de la détruire ou de l'endommager, provoquant une crise énergétique majeure. Et bien sûr, le problème de la radiation et de la radioactivité et de l'empoisonnement de l'environnement, ces choses sont toujours en arrière-plan. Je ne connais tout simplement pas les détails. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne le sache à ce stade. Donc je ne dirais pas que tout est dans une impasse. Je pense que les Russes et les Américains ont découvert un terrain d'entente sur lequel ils peuvent construire. Cela, je pense, est assez clair. Le problème est finalement l'Ukraine. Et vous savez ce qui est intéressant ici, c'est que si vous êtes assis au Kremlin, vous êtes le président Poutine ou Sergei Lavrov, votre attente est que nous allons maîtriser Zelensky, que quelqu'un à Washington dirait, vraisemblablement le président, c'est tout, soit vous vous alignez, soit vous êtes dehors. Et je pense qu'ils s'attendent à ce que le président puisse le destituer. Maintenant, franchement, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire s'il choisissait de le faire. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de volonté d'emprunter cette voie. Et je pense que c'est le point de blocage. Maintenant, l'autre chose, avant de laisser cela aux Britanniques et aux Français, j'ai lu la presse allemande et dans une moindre mesure, la presse polonaise. Mais ce que l'on comprend de l'Allemagne, c'est cette prise de conscience que si les Britanniques et les Français déplaçaient effectivement des forces vers l'Est en Ukraine, ce qui serait phénoménalement stupide à mon avis, mais s'ils le faisaient, alors l'Allemagne aurait des centaines de milliers de troupes étrangères traversant leur pays. Et évidemment, les points forts logistiques, ou les concentrations, les chemins de fer, les lignes ferroviaires, toutes ces choses traversant l'Allemagne vers l'Europe centrale et orientale et vers la Pologne deviendraient des cibles lucratives pour les Russes. Donc je pense que les Allemands commencent à accepter la réalité que ce n'est pas quelque chose dont ils veulent faire partie. Leur gouvernement est lent à comprendre ce genre de choses. Mais je pense que la population en Allemagne le comprend. Et si vous regardez les données de sondage les plus récentes de Pologne, il est assez clair que la population polonaise s'est retournée contre cette guerre en Ukraine, du moins dans la mesure où elle implique la participation polonaise. Et je pense qu'à Washington, il y a cette sorte de personnalité schizophrène qui pense que nous devrions sortir, quitter l'OTAN. C'est un désastre. Nous ne voulons pas en faire partie. Contre, oh non, non. Nous faisons toujours partie de l'OTAN. Et s'ils y vont, nous ne pouvons pas simplement les abandonner. Je suis d'avis que si les Britanniques et les Français sont assez imprudents pour entreprendre une quelconque intervention en Ukraine occidentale,
alors nous devrions absolument les abandonner. Et nous devrions clairement indiquer que nous ne le soutiendrons pas. La raison pour laquelle je dis cela est que si vous nous retirez de l'équation, Glenn, il n'y a pas de commandement, de contrôle, de communication, d'ordinateur, d'intelligence, de surveillance, de reconnaissance qui permet effectivement de commander des forces à travers le théâtre européen. Tout cela réside chez nous, aux États-Unis. Et quand j'étais affecté au quartier général suprême des puissances alliées en Europe, j'ai travaillé sur un plan avant de partir qui permettrait aux Européens de mettre en place ce que je viens de décrire. Une capacité de commandement et de contrôle, un quartier général avec tous les réseaux satellites de soutien et tout le reste. Et il m'a été très clairement dit, avant de partir à l'époque, par les Allemands, les Britanniques, les Français et d'autres. Écoutez, nous pensons que vous avez raison, c'est la bonne chose à faire, mais aucun de nos politiciens n'investira un centime pour le faire. Et j'ai dit, eh bien, si c'est le cas, à un moment donné, les Américains partiront, et alors vous n'aurez rien. Et je pense que c'est ce que les Européens savent. Si nous nous retirons, il n'y a rien là-bas. Il faut tout construire à partir de zéro. L'ancien chef de la Bundeswehr en Allemagne, Harald Kujat, qui était également à la tête du comité militaire de l'OTAN, a averti au début de l'invasion russe que celle-ci avait été provoquée et que la paix à Istanbul avait été sabotée. Il a mis en garde contre ce qui pourrait arriver à l'Allemagne si elle s'engageait dans cette guerre avec Biden, qu'à un moment donné, cela se terminerait par un désastre massif. Les États-Unis et d'autres auraient l'opportunité de se retirer, tandis que l'Allemagne se retrouverait là, confrontée à la Russie, dans une guerre qu'ils avaient, selon ses mots, sabotée et violé le droit international en enfreignant Minsk, contribuer à provoquer la guerre, saboter tous les accords de paix et ensuite se retrouver face à la Russie seule. Donc, je pensais qu'il avait plutôt raison. Mais il est un peu tard pour que les Allemands réalisent que tous ces mouvements de troupes à travers le territoire allemand exposeraient assez leur logistique. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Cependant, l'idée que les Européens puissent simplement prendre la place des Américains, remplacer le renseignement, la logistique, les armes, la planification, cela ressemble à un monde imaginaire. Cela ne va pas arriver. Et il semble que quelque chose ait changé dans les médias au cours des 2 dernières semaines environ, où les Européens commencent à reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment l'argent, ils n'ont pas la capacité industrielle, il n'y a pas de volonté politique, et il y a un manque de solidarité. Mais avec cela à l'esprit, on s'attend à ce que les Européens commencent à se conformer, car ils se sont opposés très fortement à Washington. Je dirais que ça semble comme s'ils voulaient saboter les efforts de paix de Trump. Ils ne veulent toujours pas renoncer à aucune sanction. Ils ne veulent pas voir la guerre se terminer dans des conditions défavorables, ce qui signifie aucune concession territoriale de l'OTAN, aucune garantie de sécurité. Encore une fois, la fondation à laquelle l'Amérique a consenti. Eh bien, il y a un autre événement critique dont très peu de gens parlent, mais qui va avoir un impact profond, et c'est une récession économique massive aux États-Unis. Nous nous dirigeons très certainement vers une récession. Maintenant, certaines personnes diront que ce n'est pas vraiment vrai. Et bien sûr, personne dans l'administration Trump ne veut se lever et l'annoncer. La triste vérité est que le président Trump n'a rien à voir avec le début de cette récession. Ce n'est pas la sienne, mais il va devoir la gérer. En d'autres termes, il va devoir y faire face. Cette récession pourrait être profonde, profonde dans le sens où elle pourrait frôler la dépression. Ce que nous faisons actuellement, ou ce que fait l'administration Trump, en particulier en ce qui concerne les tarifs et les dépenses en général,
aura un impact sur cette récession. Donc je pense qu'en juin, notre gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles. Maintenant, nous savons tous que le Congrès, le Sénat, la Chambre des représentants, ils ne prendront aucune décision de valeur parce qu'ils sont incapables de prendre des décisions difficiles et de faire des choix difficiles. Cela les met en danger, ils ne peuvent pas être réélus, et ainsi de suite. Le président est différent. Le président va devoir avancer, affirmer son autorité et apporter des changements profonds en termes de dépenses et d'ajustement de notre interaction dans la sphère économique avec d'autres pays, de manière qu'il pourrait aimer ou non. Mais ce que nous faisons va avoir un impact sur cette récession. Maintenant, en Europe, mon impression est que c'est bien plus grave. J'ai parlé hier à Martin Armstrong. C'est pas le seul analyste économique avec qui j'ai parlé récemment, mais il a suggéré que c'était presque un pile ou face en ce moment. Qui est dans la pire situation, le plus susceptible de faire défaut, si vous voulez Londres ou Paris. J'ai voté pour Londres. Je pense qu'ils sont en difficulté et qu'ils risquent de sombrer en premier. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les marchés obligataires, ce qu'ils appellent bien sûr les gilts. Et si vous ne pouvez pas financer votre gouvernement, si personne n'achète votre dette, vous êtes fini. Nous y sommes presque maintenant. Le Japon fait face à quelque chose de similaire, mais la France et la Grande-Bretagne en particulier ont un problème aigu. Donc l'idée de dépenser des centaines de milliards d'euros que vous n'avez pas, que vous ne pourrez pas créer, puis de financer une grande campagne militaire contre l'État russe à ce stade, est absurde. La population britannique, selon certaines estimations, est très proche de la guerre civile, en particulier en Angleterre. Je ne sais pas. Je ne suis pas là. Je ne peux pas l'évaluer. Et je sais qu'en France, la ferveur révolutionnaire est en quelque sorte juste sous la surface. Le pot proverbial commence à bouillir lentement. Je ne sais pas si Macron et Starmer et même Mance à ce stade vont être là encore longtemps. Mance peut durer plus longtemps que les autres. Mais je pense que l'idée même d'aller en Ukraine et de s'opposer à la Russie est juste une absurdité fantaisiste. D'ailleurs, je pense que M. Poutine le comprend, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens demandent tout le temps pourquoi le président Poutine n'a pas agi de manière plus décisive. Eh bien, je pense qu'il fait preuve de patience. Je veux dire, s'il attend assez longtemps, ces économies d'Europe occidentale vont de toute façon s'effondrer et ces gouvernements tomberont. L'ensemble de la direction mondialiste est en danger de sombrer en ce moment, ce que je pense être une très bonne chose. Très bon pour l'Europe, très bon pour nous. Mais en même temps, il y aura des jours difficiles à venir pour les Français, pour les Allemands, pour les Britanniques, pour beaucoup de gens. Je me demandais, que voyez-vous dans l'avenir de l'Europe maintenant? Parce que j'ai aussi vu Merz prononcer un discours. C'est le futur chancelier allemand qui faisait un discours au Bundestag. Il soutenait que, vous savez, ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine. La Russie est en guerre avec notre pays, avec l'Allemagne. Il est allé en guerre avec l'Europe. Nous devons dépenser des centaines de milliards pour combattre les Russes. Je veux dire, entendre les dirigeants allemands parler de cette manière, c'est assez, oui, effrayant de voir cela prendre à nouveau ce chemin. Et j'ai parlé à un membre du Parlement européen, un Allemand, qui avait plus de 3 décennies d'expérience en tant que diplomate à l'ONU, et il avait de nombreux bons arguments. Il faisait valoir que, tout d'abord, ils n'ont pas l'argent pour cela, mais aussi que s'ils s'arment, cela va non seulement aliéner beaucoup d'autres Européens qui n'ont peut-être pas les meilleurs souvenirs historiques d'une Allemagne militarisée. Ils vont avoir, bien sûr, une possible guerre avec la Russie. Ils vont aliéner les Américains. Je veux dire, tout cela semblait très imprudent et émotionnel.
Mais il y a 3 ans, lorsque les Russes ont envahi, on nous a dit que maintenant, l'OTAN serait plus forte que jamais. Nous avons retrouvé notre ennemi. La solidarité viendra. Enfin, il y a un but pour l'OTAN. Mais bien sûr, cela ne se déroule pas ainsi. Pensez-vous qu'il y a une possibilité que l'OTAN puisse s'effondrer? Et quelles seraient les principales forces motrices soutenant cette hypothèse? Eh bien, en janvier 2022, j'ai été interviewé par Dimitri Sims au National Interest à Washington, D.C. Vous pouvez le chercher et vous le trouverez, j'en suis sûr, archivé quelque part. Je faisais partie d'un panel avec 2 ou 3 autres personnes. Ils ont demandé « Que pensez-vous qui va se passer ?» J'ai dit « Les Russes vont très certainement envahir. » Tout le monde a pris la position que c'était très risqué et que les Russes ne voudraient pas se mettre eux-mêmes ou leur économie en danger et faire face à encore plus de sanctions s'ils faisaient cela. J'ai dit, eh bien, c'est une question existentielle pour la Russie. Ils iront certainement en Ukraine. Puis j'ai dit, je doutais très sérieusement que si l'OTAN s'engageait dans une opération contre la Russie en Ukraine, ce que nous avons fait, elle survivrait à la guerre. Je disais, je pense que d'ici à ce que cela se termine enfin, ce sera aussi la fin de l'OTAN. Écoute Glenn, l'OTAN n'a pas eu d'objectif rationnel, encore moins de raison d'être, depuis très longtemps. Pour être franc, j'étais en Europe en 1992, peu avant de reprendre le commandement aux États-Unis, et nous revenions du désert. Nous avons regardé ce qui se passait en Yougoslavie. Nous savions que les Russes étaient en mauvaise posture à ce moment-là. Et nous avons tous dit, eh bien, la meilleure chose que nous puissions faire maintenant, compte tenu des conditions internationales, est de partir. Si nous, Américains, partons maintenant, les Européens auront un espace de respiration avant que de nouveaux acteurs se consolident, que de nouvelles nations se consolident, que de nouvelles alliances surgissent, et ils pourront tracer leur propre chemin vers l'avenir. Eh bien, cela ne s'est évidemment pas produit. Mais je pensais que nous aurions dû partir de là en 92, 93 et 94. Point final. Vous pouvez laisser un petit contingent là-bas, mais la façon dont nous sommes organisés actuellement, à quel point nous sommes profondément enracinés avec notre quartier général et notre commandement et contrôle, nous aurions dû sortir cela. Et alors vous pourriez voir une image différente aujourd'hui en Europe. Mais l'OTAN, tout comme l'Union européenne, est une construction irréaliste. Parce que si vous remontez l'histoire européenne, regardez les 500, 600, 700 dernières années, peu importe ce que vous voulez faire, la vue depuis Berlin est très différente de la vue à Paris. La vision du monde à Rome n'est pas la même que la vision du monde à Stockholm. En d'autres termes, la façon dont vous voyez le monde en Europe en tant qu'Européen dépend beaucoup de l'endroit où vous vivez. Cela ne devrait surprendre personne. Mais l'idée que tous les Européens se réunissent harmonieusement et disent « nous nous unirons pour toujours pour nous défendre contre quiconque nous défie » n'est tout simplement pas réaliste. Vous ne pourriez jamais enthousiasmer les Espagnols, les Portugais, les Italiens et les Français à l'idée de faire la guerre quelque part dans les Balkans, en Asie centrale, au Moyen-Orient ou ailleurs. Certains le feraient, mais pour la plupart, les gens ne voulaient pas le faire. Et vous vous souviendrez de ce cri de ralliement. L'OTAN est soit hors de la zone, soit hors d'activité. Et j'étais d'accord. J'ai dit qu'ils devraient cesser leurs activités parce qu'il n'y a aucune raison pour que les Européens reconstituent en quelque sorte leurs empires coloniaux. Il n'y a aucune raison pour que des gens marchent en Afrique, au Moyen-Orient ou ailleurs. Eh bien, évidemment, j'ai perdu ce débat et j'ai dû traverser et regarder ce qui s'est passé dans les Balkans. J'y étais en 95, j'y étais impliqué. En 95, 96, je suis retourné à la fin de 97 et j'ai été impliqué jusqu'en 2000 au Kosovo. Et rappelez-vous, j'avais servi auparavant pendant de nombreuses années en Allemagne.
Donc, j'ai opéré dans ce cadre de l'OTAN pendant longtemps. Et cela n'a tout simplement pas de sens pour des raisons de culture et d'intérêt national. Je pense que le même sort est susceptible de frapper l'UIM pourrait se fragmenter en premier. Et je ne vois pas comment l'euro peut survivre. J'étais à Vienne lorsque l'euro a été annoncé, et tout le monde disait « Oh, c'est merveilleux, c'est l'Europe unie, et tout le monde va utiliser la même monnaie. » Et j'ai dit « Mais les banquiers aux Pays-Bas et en Allemagne ne font pas des affaires de la même manière que les banquiers en Italie, en Espagne et en France. » En d'autres termes, il existe différentes visions de l'utilisation de la politique monétaire d'un pays à l'autre. Et cela va créer plus de friction et de méfiance mutuelle que d'unité. Et bien sûr, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'aller dans n'importe quel nombre de pays européens. Et tout ce qui ne va pas est la faute de ces maudits Allemands. Vous savez, ils sont le problème parce qu'ils dirigent tout dans l'Ubermill. Ce sont eux qui soutiennent l'euro, et ainsi de suite. Eh bien, c'est absurde. Je veux dire, tout le monde a une part de responsabilité, mais la plupart d'entre nous, et c'est vrai ici aux États-Unis, sommes les auteurs de nos propres problèmes. Ce n'est pas la création d'un étranger quelque part. Mais je pense que les Allemands ont été pris et utilisés comme un outil utile et un bouc émissaire pratique. Et bien sûr, les Allemands se sont pliés en quatre et ont dit « Battez-moi à mort si vous voulez, je suis prêt à l'accepter. » Après tout, je suis allemand. Eh bien, tout cela doit changer. Et je pense que cela va changer. Je vois cela se produire en ce moment sous la surface. Donc je considérerais Mance, Macron et Starmer et bien d'autres comme une sorte de performance finale de la classe dirigeante mondialiste. Ils vont tous être balayés. Nous devons juste être patients. Nous faisons face à quelque chose de similaire ici. Et ce globalisme n'a pas fonctionné. Cela ne signifie pas que le monde va s'effondrer et que nous allons tous nous faire la guerre. Cela ne signifie pas du tout cela. Mais nous allons devoir revenir à une planète d'États souverains à l'intérieur de régions, et diverses régions vont se regrouper. Je veux dire, je pourrais imaginer la Scandinavie, certainement les Finlandais, les Suédois, les Danois, les Lituaniens, les Lettons, les Estoniens, les Allemands, se regrouper dans une sorte de zone de sécurité nord-est européenne. Je pourrais voir une alliance émerger là-bas, je pourrais voir un type différent d'alliance dans la Méditerranée et une autre alliance dans le nord-ouest de l'Europe, où je pense que dans la plupart des cas, les Norvégiens préféreraient être alliés avec les Britanniques, les États-Unis et le Canada. C'est bien. Je pense juste que ces choses vont arriver et je ne les vois pas comme effrayantes. Je les vois comme des conséquences naturelles du développement sur de nombreuses années. L'ancien ordre mondial est parti. Cette chose que nous appelions l'ère d'après-guerre, l'ordre international libéral, a toujours été un non-sens. Cela signifiait simplement le monde que nous avons façonné en tant qu'Américains, et c'est fini. Nous entrons dans un nouveau territoire, et c'est très bien. Je pense que les choses se passeront assez bien. Je ne vois pas cela comme le début de l'Armageddon du tout. En fait, la bonne nouvelle est que je pense que de plus en plus d'Européens réalisent qu'il n'y a absolument rien à gagner en allant en guerre avec qui que ce soit en Europe. Surtout le plus grand pays. Je suis d'accord que, à mesure que le monde devient plus multipolaire, je pense que les États-Unis et les Européens auront des intérêts plus divergents, ce qui explique pourquoi vous voyez certaines divisions. Mais cette idée en Europe que nous pouvons simplement remplacer les Américains, même lorsque nous parlons de l'Europe comme d'une entité unique, je veux dire, même maintenant, les Italiens suggèrent que le partenaire le plus important qu'ils ont est les États-Unis. Donc, ils ne vont pas suivre certains eurocrates de Bruxelles qui suggèrent qu'ils devraient se séparer ou s'opposer aux Américains.
should, split or go against the Americans. So it does beg the question to what extent, as you said. Cela soulève donc la question dans quelle mesure, comme vous l'avez dit, tous ces intérêts sont réellement alignés. De quels Européens parlons-nous? En effet, beaucoup de gens soulignent maintenant que l'UM semble de plus en plus militante. Mais c'est parce que nous avons une Estonienne comme chef de la politique étrangère, à savoir Kaja Kallas. Même Politico a maintenant souligné que de nombreux pays européens commencent à en avoir assez, parce qu'elle va au-delà de ce qui est considéré comme le langage convenu. Elle déclare pratiquement la guerre aux Russes. Donc c'est assez, oui, assez extrême. Donc je pense que l'hypothèse... A memorandum prepared by Prince Gorshakov, and I think it was prepared for Alexander II. It could have been Alexander III, the Tsar. I can't recall which one. And in this particular memorandum, which then was subsequently sent to Vienna and Berlin, there was a statement in there about the concert of Europe. And Bismarck took out his pen, circled. Et Bismarck a sorti son stylo, a entouré Concert de l'Europe, a dessiné une flèche, puis a écrit dans les marges « Quelle est la question du concert de l'Europe ?» et a envoyé cela au Kaiser. Et c'était le Kaiser Wilhelm Pion à l'époque. Et ils étaient tous d'accord. De quoi parlons-nous? Quel concert de l'Europe? Mais c'était un monde différent, où les gens faisaient face à la réalité. C'est comme, vous savez, les Russes ont exprimé le désir de prendre Constantinople, en d'autres termes, d'y entrer et de la libérer des Turcs en 1869. Et l'attitude allemande était, eh bien, quelle différence cela fait-il pour nous qui contrôlent le Bosphore? Aucune. Mais il s'est avéré que ça faisait une grande différence pour les Britanniques. Et les Britanniques ont menacé de faire la guerre à la Russie tsariste si elle remplaçait les Turcs à Constantinople par des Russes. Eh bien, regardez la carte, regardez les différents peuples en Europe et dites-moi combien de choses ont changé. Oui, en fait, dans le premier livre que j'ai jamais publié, à la première page, dans l'ouverture, j'ai également utilisé cette citation de Bismarck. J'ai oublié les mots exacts, mais quelque chose dans ce sens. Les gens qui utilisent le mot Europe le font généralement pour exiger quelque chose qu'ils ne demanderaient jamais en leur propre nom. Quelque chose dans ce sens. Mais cela a aussi été pratique pour les Allemands, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de se vêtir du manteau de l'Europe et du partenariat transatlantique. Cela a été une manière confortable de croître. Mais je veux juste revenir un peu sur la question de Zelensky. Dans quelle mesure pensez-vous qu'il sera évincé? Beaucoup des arguments ou querelles qui ont eu lieu dans le bureau ovale avec Trump et Vance étaient parce qu'ils s'opposaient à toute l'idée de négocier. Il ne le voulait pas. Et maintenant, bien sûr, je l'ai vu ces derniers jours. Il semble encore une fois très hostile à tout compromis. Il a dit que nous n'avons pas vraiment besoin d'une paix très rapide, parce que Poutine pourrait mourir un jour et que ce serait fini, ce qui est une stratégie de guerre très étrange, attendre que la mortalité fasse son effet. Mais aussi, vous savez, il se prend en photo devant des tableaux du Kremlin en feu et du naufrage du navire de guerre Moscou. Et encore une fois, il a son maquillage de guerre. Même il y a quelques jours, j'ai interviewé Alexander Dubinsky, qui était l'un des collègues de Zelensky, mais qui a maintenant été emprisonné. Il appelle à la destitution de Zelensky, mais il faisait également valoir que Zelensky est prêt à presque tout pour empêcher que les propositions de Trump ne passent. Je pense que vous avez manqué quelque chose. Il a également dit que les Ukrainiens assassineraient M. Poutine. Une équipe ukrainienne entrerait là-bas et assassinerait Poutine. Il a également laissé entendre dans une autre déclaration qu'il pourrait tuer le président Trump. Je veux dire, ce sont des déclarations scandaleuses. Elles n'ont aucun sens. Mais si vous êtes à la place du président Trump à la Maison-Blanche ou de M. Poutine au Kremlin, vous devez arriver à la conclusion inévitable que cet homme doit être écarté,
sinon rien ne se passera. Cet homme va détruire ce qui reste de l'Ukraine et de sa population. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Les Russes ne veulent pas faire cela. S'ils avaient voulu le faire, ils auraient géré toute cette guerre très différemment. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous voulons voir l'Ukraine survivre. Donc Zelensky doit partir. Et je peux penser à plusieurs présidents. Certainement Eisenhower me vient à l'esprit, certainement Nixon, probablement Johnson, plusieurs autres, que si ces circonstances s'étaient présentées à eux, Zelensky serait parti. Je pense que quelqu'un de son administration a suggéré que Witkoff ressemblait également à un agent russe. Eh bien, quand l'Amérique est le seul pays qui vous maintient en vie et fait avancer le pays, c'est assez remarquable, le langage qui est utilisé. Mais comment les États-Unis, s'ils décident qu'ils ne veulent plus de Zelensky là-bas, comment peut-il être évincé? Je laisserai cela à l'imagination de vos auditeurs. Et s'ils ne sont pas terriblement stupides, ils répondront à cette question sans aucune aide de ma part, rapidement. Il y a quelques heures, l'ancien président de la Russie, Dmitri Medvedev, a publié un tweet suggérant qu'une nouvelle pression pourrait s'exercer sur Zelensky. Je l'ai ici. Allons-y. Medvedev a écrit « Les Américains ont proposé un excellent projet d'accord de marchandises au monstre de Kiev. Si le régime de Kiev l'approuve, le toxicomane sera ensuite pendu sur le Maïdan comme Mussolini. Et s'il le rejette, les États-Unis réinitialiseront le régime de Bandera. Échec et mat. » Encore une fois, un langage un peu plus dramatique que celui que j'aurais probablement utilisé. Mais pensez-vous qu'il se retrouve dans une impasse ici? But you see them falling in a squeeze here, or? Look, Europe needs peace. L'Europe a besoin de paix, de stabilité et de prospérité. Comment y parvenir tant que Zelensky et sa petite cabale sont en liberté à Kiev? Je ne pense pas que cela va se produire. Ils vont faire exactement ce qui a été décrit, s'accrocher jusqu'à la fin amère, et ensuite vous vous retrouvez sur le Titanic. Et nous savons comment cela s'est très mal terminé au fond de l'océan. Nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons que l'Ukraine se rétablisse. Nous voulons que la population, dans la mesure du possible, revienne. Beaucoup ne reviendront jamais. Nous le savons, mais nous voulons essayer de faire revenir autant de personnes que possible. Nous voulons qu'elle devienne un pays productif et prospère. Nous n'y arriverons pas avec cet homme Zelensky ou les personnes autour de lui. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intégré dans les objectifs de l'opération militaire spéciale. l'Ukraine soit neutre. Ils veulent également que l'Ukraine soit dénazifiée et désarmée. Et je pense que ces choses doivent se produire. Je ne pense pas que la Russie s'opposera à une force armée dans une Ukraine neutre, à condition qu'elle ne ressemble pas à ce qu'ils ont dû combattre pendant la guerre. Je veux dire, c'est très similaire à l'Autriche. C'est pourquoi je mentionne toujours le modèle autrichien comme le plus attrayant pour une application en Ukraine. Cela peut être fait. Mais les Autrichiens eux-mêmes ont vraiment mis en place le modèle autrichien. Ils ont fait tout le travail difficile entre Eisenhower et Khrouchtchev, les Soviétiques et les Américains et les autres Européens. Ils ont rédigé le traité. Ils ont obtenu l'approbation et la signature de tout le monde. Nous n'obtiendrons pas cela de Zelensky. Nous avons donc absolument besoin d'un nouveau leadership à Kiev. Plus cela prendra de temps, plus je soupçonne que les forces russes avanceront. C'est aussi ma grande préoccupation. C'est-à-dire si une solution diplomatique n'est pas trouvée, c'est pourquoi je suis très agacé que les Européens s'y opposent encore. Encore une fois, plus cela prend de temps, plus nous risquons un effondrement complet en Ukraine. Et comme vous et moi en avons discuté dans le passé, c'est vraiment dans les dernières étapes de la guerre que le nombre de victimes.
Encore une fois, Mahasi est bien de vous le dire en tant qu'étudiant de la guerre, mais c'est à ce moment-là que les pertes augmentent vraiment. Quand les troupes sont encerclées, elles doivent se rendre. Vous avez des retraits désordonnés. Vous avez des massacres, des ruptures de communication. C'est juste, si cela se produit, non seulement d'un point de vue humanitaire, ce serait un véritable cauchemar, mais la destruction de l'Ukraine, c'est-à-dire la perte de tous ces hommes, ainsi que de davantage de territoires, rendrait presque impossible pour l'Ukraine de se rétablir après cela. Et ce ne serait pas génial pour qui que ce soit, je pense, car ce n'est pas une recette pour la stabilité d'avoir un pays entier détruit. Donc, c'est un peu remarquable pour moi de me retrouver avec le camp ukrainien qui ne semble pas comprendre ce qu'ils mettent réellement en place ici. Eh bien, Moscou et Washington devraient être très intéressés à s'assurer que cette guerre se termine et qu'une autre guerre n'en découle pas. En d'autres termes, rien ne dure éternellement, mais espérons qu'il y aura plus de stabilité, de paix et de prospérité durable dans la région que nous manquerions autrement. Ce que nous ne voulons pas, c'est une situation qui entraîne une autre guerre. Et c'est ma préoccupation. Les Européens, pour une raison quelconque, semblent inflexibles. Quand je dis Européens, je parle principalement des Britanniques, des Français et dans une moindre mesure des Allemands, qui semblent très intéressés à maintenir ces feux allumés. Donc même si vous éteignez la plupart du feu, vous avez des braises que vous pouvez ensuite raviver à l'avenir. C'est catastrophique. Cela n'a aucun sens. L'ancien chef des services de renseignement allemands a également soutenu qu'il serait bon de prolonger la guerre pendant encore 5 ans. Cela distrairait les Russes tout en protégeant les Européens de toute agression russe et en permettant aux Européens de se réarmer. Cela a vraiment provoqué des ondes de choc en Ukraine, car ils ont suivi le récit selon lequel nous sommes solidaires, que les Européens sont là pour nous aider. Je pense qu'ils réalisent lentement qu'ils sont effectivement utilisés comme chair à canon contre les Russes. Je pense qu'il y aura des réactions négatives. Mais, juste pour une dernière question, la position russe. Encore une fois, dans ces négociations entre les Américains et les Russes, voyez-vous des domaines où les Russes pourraient être prêts à faire des concessions ou à faire des compromis? Je sais que la question de la neutralité, qui englobe à la fois l'expansion de l'OTAN et les garanties de sécurité, ainsi que les troupes en Ukraine, est probablement non négociable. Mais sur d'autres questions, comme la démilitarisation de l'Ukraine ou l'étendue du territoire, voyez-vous une possibilité de négociation sur ces questions ou pas vraiment? Vous savez, c'est difficile à savoir. Je pense que les Russes ont toujours été plus flexibles que nous le pensons, à condition que nous respections certaines conditions minimales. En d'autres termes, la neutralité en fait partie, la reconnaissance des territoires qu'ils détiennent actuellement comme étant russes, et la fin de toutes ces absurdités concernant la Crimée et ainsi de suite. Je pense qu'ils sont très flexibles une fois que vous dépassez cela. Encore une fois, la question est, quand les combats s'arrêtent, où se trouvent-ils? Et vous devez penser comme un Russe. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous retirer? Et pourquoi vous retireriez-vous sans être absolument sûr que le nouveau gouvernement à Kiev ne sera pas d'une manière ou d'une autre influencé par la foule haineuse qui le dirige actuellement? Et qu'en est-il de cette chose appelée l'OTAN? Je ne pense pas que l'OTAN va durer encore longtemps, donc je pense que ce sera moins un problème. En ce qui concerne les Allemands, je pense qu'ils ont besoin d'énergie bon marché. Ils doivent rétablir cela, et je pense que les Russes sont prêts à le faire. Mais avec la façon dont les Allemands se comportent actuellement, cela ne va pas se produire.
Et ce n'est pas parce que les Russes ont peur d'un mastodonte allemand réémergent se dirigeant vers eux. Rappelez-vous, Poutine a passé beaucoup de temps en Allemagne. Il connaît les Allemands et les Autrichiens. Il n'y a aucun intérêt à marcher vers l'Est pour atteindre les types d'objectifs extrêmes qui étaient dans l'esprit des gens en 1941. Je pense qu'ils le savent. Donc, je ne suis pas préoccupé par cela. Je suis plus préoccupé par cette atmosphère toxique que des gens comme Mance et d'autres continuent de créer en imputant aux Russes des choses qui sont fausses, qui n'existent pas, en leur prêtant des aspirations qu'ils n'ont pas. Une détermination à marcher vers l'Ouest pour faire quoi? Boire un meilleur café à Paris? C'est absurde. Ils ne veulent pas le faire. Il n'y a aucun intérêt à cela. Je dis parfois, êtes-vous déjà allé en Russie? 99 fois sur 100, ils n'y sont jamais allés. Eh bien, quiconque a été en Russie pendant un certain temps, et moi je l'ai été, découvre très vite que personne là-bas n'est intéressé par la guerre. Et puis les gens disent oui, mais qu'en est-il de cet homme Poutine? Eh bien, je ne pense pas que nous ayons eu quelqu'un au sommet de la structure de pouvoir russe au cours des 100 dernières années qui soit plus préoccupé par l'évitement de la guerre avec les États-Unis et l'Occident que Poutine. Il est déterminé à éviter cela. Il veut une Russie prospère et stable, c'est tout. Et il n'a certainement pas besoin de territoire. Comme il l'a souligné récemment, ils n'ont pas besoin de territoire. Et malheureusement, c'était aussi le point de vue de Bismarck. Les Allemands n'avaient besoin d'aucun territoire supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient, et ils ne voulaient personne à l'intérieur de l'Empire qui ne soit pas allemand. Il avait l'habitude de montrer les 2 millions de Polonais et de dire que nous avons déjà assez de problèmes avec eux. Nous ne voulons personne d'autre dans l'Empire qui ne soit pas allemand. J'ai parlé il y a quelques jours avec l'ambassadeur Jack Matlock. Il a aidé à négocier la fin de la guerre froide et il a fait un commentaire fascinant. Il a dit qu'une partie du problème était les faucons de guerre des deux côtés. Il a mentionné qu'à Washington ainsi qu'à Moscou, il y avait de nombreux faucons de guerre qui disaient « Vous ne pouvez pas avoir de diplomatie. Reagan ne devrait pas entamer de diplomatie parce que vous ne pouvez pas faire confiance à ce que disent les Russes. » Surmonter ce récit et cette insistance sur le fait qu'on ne peut pas parler à l'adversaire ou faire de la diplomatie était crucial. Mais une fois qu'ils ont pu surmonter cela, ils ont pu atteindre une fin. J'aimerais que nous apprenions quelque chose de cela, mais j'en doute. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous aimiez ou non Donald Trump, vous devez lui reconnaître le courage, la détermination et la vision de démanteler ce qui reste de la guerre froide et de l'enterrer en faveur de la normalisation des relations avec la Russie. Les Européens devraient considérer cela comme une bénédiction. Je me souviens quand les Européens étaient effrayés pendant les années Reagan, craignant de se retrouver au milieu d'un grand échange nucléaire parce qu'ils étaient convaincus que Reagan voulait bombarder la Russie. Vous savez, comme les choses changent. C'est presque au point où peu importe qui est président. Quoi que le président dise ou fasse, les Européens ne semblent pas l'apprécier. Mais ils devraient être beaucoup plus heureux avec Trump, qui poursuit la paix. But they should be much happier with Reagan, or excuse me, with Trump, who is pursuing peace. D'accord. Et je pense qu'il y a une certaine ironie dans le fait que nous avons déclenché cette guerre pour élargir l'OTAN. Et comme vous l'avez dit, maintenant l'OTAN pourrait mourir à cause de cela. Mais encore une fois, nous y sommes. Colonel McGregor, c'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. Et merci encore pour votre temps et vos perspectives. Bien sûr, Glenn. Meilleurs vœux à tout le monde en Norvège. Merci. Thanks.